Idéalement situé au cœur de Ballaruc-les-Bains, à proximité de l'étang de Thau, le Puech-d'Aille fait partie de ces lieux que l'on fréquente sans vraiment les connaître. Utilisé par l'homme depuis l'âge de fer, les promeneurs s'y rendent aujourd'hui pour trouver un coin de nature. Son histoire, sa flore, ses enjeux naturels et sa multiplicité d'utilisation en font un espace peu commun, dont nous allons tenter de vous livrer quelques secrets. Pourquoi le Puech? Pioche, le Puech en occitan, ça veut dire la colline. Aille, c'est en relation certainement avec aqua, l'eau, aigua. Donc le Puech, la colline de l'eau. Il est au contact d'une résurgence qu'on appelle donc, la source de Covy, qui se trouve sur sa façade nord. Donc c'est un Puech qui est entouré d'eau. Donc cette colline, elle fait environ presque une trentaine d'hectares. Et dont les flancs maintenant sont construits, transformés, etc. Et au cœur de cette colline, donc, on a un domaine d'une vingtaine d'hectares, 15 hectares à peu près, qui est maintenu dans sa forme, on va dire, d'abandon. Et c'est une colline donc, qui est très peu élevée, hein, on est à environ 19 mètres, je crois, par rapport au niveau de la mer, et qui se trouve donc au démarrage de la presqu'île de Ballaruc. On sait que le Puech-d'Aille, bon, il a connu quelques petites occupations, notamment à l'âge du fer, peut-être une station, une halte très brève d'un petit habitat, mais qui a laissé très peu de traces. C'est beaucoup plus tard, à l'Antiquité. En fait, il y a eu des occupations qui datent du 1er siècle jusqu'au 4e et 5e siècle de notre ère. L'étang était plus bas, hein, d'environ une cinquantaine de mètres par rapport à son niveau actuel. Donc l'habitat était concentré au bord de l'étang et des traces d'occupation agraire, plutôt des champs, des olivettes, des choses comme ça. En fait, c'est de façon très moderne que le Puech, cette colline, est entourée de constructions. Ça date environ depuis, on va dire, les années 30. Alors jusqu'à il y a peu de temps, eh bien, en fait, les parcelles qui étaient réservées à la commune, donc des parcelles communales et des parcelles privées, où les gens ont pu jardiner, entretenir quelques oliviers. Donc on avait des vergers et puis une zone, on va dire, de garrigue qui correspondait sûrement à un petit approvisionnement en bois de chauffe ou en bois de boulange, c'est-à-dire des fagots, pour l'utilisation domestique. Bon, il ne faut pas oublier que le Puech n'était pas complètement isolé puisqu'il est en contact avec une autre colline qu'on appelle Puech-Méja, qui elle aussi a connu à peu près la même histoire. Donc un petit peu de moutons, en zone humide, là au contact des sources de Covy, avec des prés qui ont pu être utilisés par des chevaux. Les dernières activités de ce type agro-silvo-pastoral, on va dire, ont été abandonnées au cours des années 1960. Des anciennes vignes ont été transformées, notamment les vignes qui se trouvaient au flanc de la colline, un petit peu plus bas que le jardin. Là, notamment, la grande parcelle a un camping qui est devenu le camping municipal de Ballaruc-les-Bains. Les services techniques qui se sont aussi développés, notamment des espaces verts, avec la construction de serres à partir des années 70-80, avec donc un élargissement des activités humaines sur cette face du Puech. Donc le plan de gestion du Puech-d'Aille, il puise ses racines sur un questionnement qu'on s'était posé il y a environ 5 ans, lorsque la commune de Ballaruc-les-Bains a confié à Thau Agglo la gestion de l'intégralité du site. Le slogan de Thau Agglo, c'est engagé par nature, et c'est vrai que c'est une collectivité qui à l'image d'autres collectivités du littoral, c'est pas mal investi, voire beaucoup investi dans tout ce qui est préservation du patrimoine naturel et protection du littoral, etc. Bon, donc un plan de gestion, c'est un document à la fois simple et complexe, puisque c'est un document qui va permettre de vraiment définir clairement, le plus possible en tout cas, pour les 5 à 10 ans qui viennent,
qu'est-ce qu'on fait d'un site. Et c'est plus basé sur 2 parties préliminaires qui sont le diagnostic du site et la définition des enjeux et des objectifs. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir tout ce qu'il y a dessus, au niveau faune, flore, usage, historique, etc. À partir de cet ensemble de choses, de ce diagnostic, vont remonter des items plus ou moins importants. Et après, on définit un ensemble d'actions. Les chantiers d'implication qui sont un dispositif mis en place par la mission locale d'insertion du Bacento sont des dispositifs qui permettent à des jeunes de s'impliquer sur des chantiers divers et variés. Donc aujourd'hui on est sur un chantier qui préfigure un futur plan de gestion du site, du PHDAI. Donc il y a plein d'axes qui sont intéressants pour les jeunes. Il y a à la fois la découverte d'un environnement insoupçonné. Hein. Ça leur permet aussi à ces jeunes de s'immiscer dans les techniques un petit peu d'inventaire botanique, de connaître les plantes et les espèces caractéristiques de la garrigue. Donc ça, c'est en termes de connaissances et de savoir-faire. Ça leur montre aussi qu'il faut avoir un comportement éco-citoyen aussi quelque part, puisqu'avec des sessions de nettoyage comme on a fait au début du chantier, ça sensibilise au fait qu'il ne faut pas jeter les déchets dans les espaces naturels, qu'il faut aussi essayer de trier, même si on sait que ce n'est pas évident pour tout le monde. Donc voilà, c'est des comportements un peu éco-citoyens qui ressortent avec ce type de chantier-là. Le nettoyage du PHDAI, apparemment, il y a pas mal de déchets qui ont été jetés dans toute cette garrigue. C'est un coin où il y a beaucoup de promeneurs, où les gens se régalent de venir en famille pour promener avec leurs chiens, avec leurs enfants, avec leurs petits-enfants. Et c'est utile pour la communauté, ce genre d'opération. D'ailleurs, dans le sac là-bas, j'ai trouvé un jeu de cartes. Un jeu de cartes. Je vais le mettre dans le bungalow. Ouais, on pourra se faire des belotes. Bien souvent, en milieu urbain, les espaces interstitiels servent de décharge sauvage. Pendant de nombreuses années, le PHDAI n'a malheureusement pas échappé à cette règle. Aujourd'hui, la colline fait l'objet d'un plan de gestion qui en est encore à sa phase initiale. Mais nettoyer ne suffit pas. Il faut aussi repérer les différents milieux et inventorier les espèces végétales pour mener à bien cette mission d'intérêt collectif. Le jardin antique méditerranéen, lui, a pris place sur une zone qui était la zone la plus érodée, la plus abîmée sur le versant est de cette colline et a permis une restauration d'un milieu écologique qui sert de filtre notamment pour éviter toute pollution qui pourrait entrer en contact avec les eaux thermales de Ballaruc. Alors on est sur un milieu calcaire, donc qui dit calcaire dit qu'il y a quand même des porosités dans le sol. Et notamment sur le Puech où on a des failles qui peuvent être au niveau vertical. Donc la menace principale, c'est si quelqu'un vient faire une vidange sur le site ou vient déverser des polluants divers. Donc c'est un petit écrin de verdure, on va dire, au milieu des habitations, avec différents milieux, notamment des parcelles agricoles qui sont tombées en déshérence après la guerre jusqu'aux années 60, on va dire, 70. Puis d'autres types de milieux, comme des pelouses rases à brachypodes par exemple, qu'on appelle l'herbe à mouton, qui a une zone à ciste aussi sur le site, donc à ciste cotonné ou ciste blanc, et puis une zone un peu plus basse, une zone humide en contrebas du Puech. Après il y a d'autres zones aussi, d'autres types de milieux, les milieux de bordure des propriétés privées sur le Puech, parce qu'en fait si on se balade sur toutes les bordures du Puech, on s'aperçoit qu'on a des espèces un peu caractéristiques de ces milieux de bordure, comme par exemple les figuiers de Barbarie, les agaves, les iris germaniques qu'on a dans nos jardins, une zone de pinède aussi. En fait, sur cette zone de pin d'Alep, avant, on avait plutôt des zones à chêne kermès, chêne vert, caractéristiques des forêts méditerranéennes. Et par le fait qu'il y ait eu des coupes de bois, en fait, pour le bois, hein, on a le pin d'Alep qui est venu s'installer après, et qui a été pionnier, qui a pris le dessus. On voit que les milieux ils changent en fonction de la mainmise de l'homme, on va dire.
La menace principale, c'est un peu la fermeture des milieux, on va dire. D'un point de vue écologique, vous partez d'un milieu assez ras, comme une pelouse, et vous allez avoir des espèces pionnières qui viennent s'installer. Et d'une strate herbacée, on passe à une strate arbustive, et puis ensuite on passe à une strate arborée, avec des arbres. Donc c'est ça la fermeture d'un milieu, c'est progressivement avoir une homogénéisation de tous les milieux divers et variés sur le Puech. Et donc c'est un lieu qui présente un caractère, on va dire, sauvage. Mais en fait, c'est un milieu qui a été largement transformé par l'homme. C'est un milieu de substitution, ce qu'on appelle un milieu de substitution, dû aux activités humaines qui se sont menées pendant presque 2000 ans. Et où on voit vraiment une trace de l'action de l'homme et un milieu qui a été formé par l'homme, donc anthropomorphique. Hein. Donc l'homme, quand il est venu s'installer dans ces milieux très caillouteux, a d'abord enlevé les pierres pour pouvoir installer des cultures. Donc en fait, on peut voir des traces sur le Puech. Parce qu'en fait, on voit des pierriers, c'est-à-dire des amoncellements de pierres. Donc c'est pour ça qu'on a un peu des signes comme ça qui montrent qu'avant, il y avait des parcelles agricoles. En fait, l'homme a entretenu certains jardins pendant des années et puis il s'en est allé, il a laissé le milieu et le milieu s'est refermé. Des espèces arbustives ont repris leur place et ont colonisé, tant et si bien qu'en fait, dans certaines zones, on ne peut plus progresser. Hein, il n'y a pas possibilité de se frayer un chemin entre les salses-pareilles qui sont très avec leurs épines douloureuses et les chênes kermès qui sont pas confortables non plus. En fait, c'est un milieu qui a eu tendance à se refermer et les zones qui sont ouvertes sont les zones qui ont été entretenues à nouveau par l'homme. Alors à notre échelle, c'est peut-être difficile à observer parce que les végétaux ont des durées de vie beaucoup plus longues, notamment lorsqu'on parle des chênes verts qui ont des durées de vie de 300-400 ans. Donc ce n'est pas à l'échelle d'une vie humaine qu'on peut vraiment s'en rendre compte, mais il y a des signaux qui nous montrent bien qu'on a un vieillissement des populations et que de fait, il risque d'y avoir remplacement de ces populations par d'autres végétaux qui ne correspondront plus aux végétaux installés quelque part en grande partie à cause de l'homme. Donc en fait, toutes ces activités traditionnelles qui ont disparu ont fait que le milieu est en train petit à petit de se fermer, de devenir extrêmement homogène et est en train finalement de disparaître. Et le but du jeu, c'est d'essayer de voir si on ne peut pas essayer d'en conserver certains pour rendre compte de l'activité humaine sur ces milieux pendant autant d'années et de montrer qu'à un moment donné, lorsque les choses se faisaient à l'échelle humaine, en fait, l'homme rentrait en équilibre avec les autres facteurs naturels. Donc en fait, on voit bien l'endroit où le milieu a été réouvert et où les espèces arbustives ont été gérées. On voit qu'on a des pelouses qui se reconstituent, avec des herbes, des espèces herbacées qui recolonisent, des prairies avec des pelouses sèches avec le brachypode rameux qui est l'espèce qui était broutée autrefois par les troupeaux. Voilà, on a en fait à la fois la trace de la présence humaine assez récente et on peut aussi voir ce que ça pourrait devenir si l'homme abandonnait à nouveau ce milieu. On verrait à nouveau la fermeture du paysage et les espèces arbustives qui recoloniseraient. À l'heure où tout le monde parle de biodiversité, il faut faire appel à des spécialistes afin de pouvoir dresser un inventaire des espèces végétales emblématiques du Puech Dai. On va commencer par les arbres. Qui sont présents. On va avoir des arbres typiquement du milieu garrigue, c'est-à-dire le chêne vert, des arbres qu'on a implantés comme le pin d'Alep. On va avoir des arbres qui sont témoins aussi de l'activité humaine et de la présence humaine sur le Puech. Alors on a l'olivier, l'amandier, l'azérolier, j'en oublie peut-être. Et puis après, on a toutes les espèces d'arbustes et arbrisseaux qu'on va trouver dans les garrigues, donc le pistachier, le chêne kermès, le ciste, puis des lianes, donc la salse-pareille, la garance voyageuse,
puis les herbes. Et en ce moment, comme on est au printemps, on a des floraisons qui sont intéressantes. Les orchidées, on a la barlie de Robert qui est très présente, des ophrys qu'on n'a pas vraiment réussi à identifier puisqu'on a pas mal d'hybridation et c'est assez difficile. Et puis on a l'ophrys jaune qui est qu'on a pu identifier. On a vu un œillet. Voilà, des petites... et l'iris, évidemment, j'allais oublier l'iris. Et celle-là, vous êtes d'accord avec moi qu'avec une fleur aussi caractéristique, elle sera quand même beaucoup moins difficile à identifier que s'il n'y avait pas la fleur, d'accord ? Là, je suis en train de chercher à quoi s'apparente cette espèce. Donc, je suis en train de me reporter au vocabulaire, au glossaire, quoi. Ce qu'ils entendent par foliole. Foliole, là, apparemment, c'est ici, là, du côté de la feuille. Est-ce que les feuilles, elles sont placées de cette manière-là? Non. Comment vous décririez comment elles sont placées là? Opposées. En étoile, ouais. Ouais, en étoile. Ouais, c'est intéressant, ouais. Ça permet de savoir à quoi on a affaire et jamais au bout de nos surprises, quoi, j'ai envie de dire. L'intérêt de réaliser un inventaire floristique, c'est à un moment donné de faire un état des lieux de la végétation et d'avoir un instantané en fait d'un milieu et des espèces qui peuplent ce milieu. Et donc on a tracé une ligne de 22 mètres et sur cette ligne on doit regarder toutes les plantes, toutes les variétés qui se trouvent donc on doit les répertorier. Là on trouve un cyste cotonneux à 8 mètres 40. Donc on note 6 cotonneux, mais on note aussi les autres espèces qu'il y a autour. Et ensuite vous ciblez l'habitat. L'habitat c'est zone humide. Ouais. Donc ça, vous allez trouver rapidement. Hein. Alors la réalisation d'un herbier, ici dans le cadre donc, de la mise en place d'un plan de gestion, déjà démarrer une étude d'impact, c'est essayer de prendre une photographie bien de ce qu'on trouve sur le Puech, voir quelles sont les espèces intéressantes, celles qui sont présentes sur le lieu et qui peuvent nous donner des indications, on les appelle des indicateurs d'activité passée et qui sont inféodés, c'est-à-dire qui ne peuvent pas échapper à certains milieux que l'homme a entretenus. Aujourd'hui, on a un milieu qui est dans un état et dans 15 ans, 20 ans, ce milieu aura évolué, des espèces auront peut-être été introduites, d'autres espèces auront sûrement disparu et toutes ces espèces représentent un patrimoine. Donc c'est très important parce qu'en fait, après, ça peut intégrer des collections qui vont permettre à des gens, peut-être dans 200, 300 ans, de pouvoir observer quels étaient les végétaux qui poussaient en 2014 sur le lieu et de comparer avec ce qui poussera peut-être en 2100, etc. De voir un peu l'évolution de la végétation. C'est pour les botanistes de l'avenir, en fait, qu'on fait un herbier. Il y avait une bande de jeunes là, qui était avec deux adultes. Alors eux, presque les plantes là, ils étaient scrutés là, je sais pas ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient quoi? Ah, ils répertorient les plantes. Ah d'accord. Moi je suis ici depuis 80. Je suis arrivé ici, j'avais 8 ans. Mais à 80, on habitait à Balaruc, au village. Et après on est allé au Pêche-Méjean. On était la 3-4e maison, villa. Donc on connaît depuis 84, depuis le début en fait. En bas là, tu avais des cerisiers à l'époque. Et nous, quand on était petits, quand c'était au mois de mai, juin, on montait, on prenait des cerises. Bref. Et non, c'est des maisons maintenant. Ils ont tout rasé, ils ont tout vendu et c'était un peu à l'abandon si tu veux. Et ils ont construit, ils ont construit partout ici. Ah bah ça s'est construit rapidement. Hein. Moi j'avais 14 ans, donc ça fait 86. Là, tu vois l'évolution. On
s'est promené, on est tombé dessus un peu par hasard et puis c'est agréable de voir qu'il y a dans le prolongement du jardin un espace naturel avec une variété de végétation préservée, donc c'est une surprise agréable. Je trouve un coin formidable parce que disons que c'est abrité du vin, enfin une bonne partie. Mais c'est surtout, on est à 300 mètres disons, du centre-ville et là on se croirait tout à fait au milieu de la Gardiole. C'est une belle balade déjà même pour les curistes parce qu'en dehors du centre-ville, on aime bien, enfin moi personnellement j'aime bien me balader dans la nature. Et ah bah oui, c'est notre balade, là, que faire, on est seul et tout. Je viens me ressourcer ou plutôt coller à la nature une fois de plus parce que les jours passant, la nature m'attire de plus en plus. C'est surtout pour m'oxygéner un petit peu et puis sortir du cadre de la cure. J'ai même une canne, mais qui a un double sens, c'est-à-dire que c'est une canne pour m'aider à marcher, mais c'est aussi un trépied pour prendre de la photo. Voilà. On voit l'étang de Thau, on voit Sète. On peut faire des petits pique-niques aussi, en faisant attention évidemment. Si, je me suis retrouvé un jour qui faisait un temps d'orage et de grêle, et il y a eu de la grêle et je me suis pris une peur. On vient se mettre au calme, on vient s'épanouir tranquillement. Voilà. Et moi j'en profite aussi pour promener mon chien, qui le mérite bien d'ailleurs aussi. En ville, ça manque un peu de verdure. De la verdure, beaucoup de verdure. Voilà, moi je suis pour la verdure. C'est le côté nature sauvage, naturel, vraiment le côté naturel. Ouais. On voit tout un tas de plantes. On vient ramasser, ils ont des asperges sauvages. Il y en a avec quelques asperges. Oui, mais tout le temps on en trouve. Qu'on ne connaissait pas. Moi je suis pas tellement les asperges parce que je les trouve pas. C'est pas que je veux pas, mais je les trouve pas, je les vois pas. Mais moi c'était surtout le coin quand c'est fleuri au printemps, voilà, j'aime bien. Et le thym, évidemment. Mais enfin il y en a de moins en moins quand même. Je pense qu'il y a des espèces rares, mais il est libre d'accès, donc c'est agréable, je veux dire, de pouvoir accéder à ça, mais il faut aussi les préserver. Et je ne sais pas dans quelle mesure ça peut rester un espace ouvert. Voilà. Donc, disons c'est sauvage et je pense qu'il faudrait que ça reste comme ça. C'est tranquille et puis pour le chien c'est bien aussi. Et puis du fait qu'ils ont arrangé, qu'ils ont bien nettoyé, c'est agréable. Pour Balaruc, c'est un poumon d'oxygène déjà, et puis ça fait un lieu de promenade, vraiment à l'état, surtout qu'on l'a laissé à l'état naturel, complètement. Je pense que ça fait partie de son patrimoine, le patrimoine et la diversité au niveau de la végétation. C'est aussi important que le patrimoine architectural ou le patrimoine culturel. Ça fait partie intégrante de la richesse et de l'attractivité du territoire. C'est-à-dire que ça me paraît intéressant parce que c'est un contraste intéressant justement pour la ville, car là se trouve beaucoup de monde, surtout lorsqu'il doit faire beau, et là ça doit être un havre de paix pour s'épanouir, pour penser, pour réfléchir, et puis encore une fois d'être proche de la nature. On a nos moments de cure et nos moments de liberté et on va là à se boire, on va à l'autre un petit peu plus loin. C'est vraiment des choses à ne pas construire et à préserver. C'est bien d'avoir ça dans Balaruc, c'est même pas assez grand. Donc qu'on nous garde des petits endroits comme ça et comme le petit bois là-bas, voilà, il ne faut pas y toucher. Une colline qui est relativement diverse en termes de milieu, en termes de botanique, et une grande biodiversité sur le site. L'idée c'est que si on souhaite le gérer aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas atteint un point de non-retour, c'est qu'on peut toujours gérer les milieux et essayer de protéger au mieux la zone et de la mettre en évidence et de la valoriser. Donc aujourd'hui, voilà, on a encore le temps, je pense, d'agir. En fait, ce qui me passionne sur le Puech Dai, ce milieu très particulier, c'est que ce milieu est préservé, donc c'est très étonnant, parce que pendant 2000 ans, très peu d'occupation au cœur même, je veux dire, de ce site. Pas d'habitat, presque pas de traces de construction, et aujourd'hui, il se trouve en plein cœur de ville.
Donc c'est très intéressant parce qu'il est vraiment au contact de l'urbanité et on se trouve donc là dans un milieu très méditerranéen, très caractéristique, qui n'est pas encore abîmé par le côté balnéaire, il n'y a pas de palmiers, il n'y a pas de... Voilà, on se trouve vraiment sur un milieu composé de chênes verts, de pins d'Alep, etc. et qui peuvent évoquer une très bonne image vraiment de la Méditerranée occidentale et qui est encore préservée. Donc il est préservé parce qu'il a une certaine inertie, c'est que les gens aussi, malgré tout, malgré les visites, leur fréquentation, la fréquentation du lieu, etc., le préservent quelque part. Il y a une préservation du site qui se fait de façon automatique. Et ce qui me passionne vraiment, c'est la relation qu'il peut y avoir entre les gens qui utilisent encore ce site, notamment certains cueilleurs ou des promeneurs, et le fait qu'on soit dans cette ancienne image de Méditerranée qui ne correspond pas du tout à l'image qu'on peut avoir sur le littoral, qui est une image beaucoup plus américanisée, on va dire, de la Méditerranée, avec les palmiers, les grandes allées balnéaires, etc. Donc c'est une image, on va dire, très traditionnelle et qui se retrouve malgré tout préservée en plein cœur d'une ville qui est en pleine mutation.